On l'avait abandonné sur une route nationale avec juste une vieille valise et un mot griffonné, et depuis, il ne l'avait plus jamais quitté. Le soleil d'Arizona frappait sans relâche ce matin-là, écrasant l'asphalte d'une lumière blanche comme si le ciel voulait purifier la ville à coups de flammes. J'avais quitté Glendale et descendais vers le sud, sur l'avenue principale, quand mes yeux ont accroché cette silhouette incongrue au bord du trottoir. Une valise marron, râpée, cabossée, jetée là comme un déchet, mais il y avait autre chose. Une ombre remuait doucement contre elle. Je n'ai pas réfléchi une seconde. J'ai pilé, le crissement de mes pneus a mordu le goudron brûlant et ma portière a claqué derrière moi alors que je courais déjà vers lui. Un chiot, un berger allemand, pas plus de 4 ou 5 mois, il s'était recroquevillé contre la valise comme s'il en faisait partie, comme si cette carcasse d'étoffe était son seul refuge dans le monde. Mais ce qui m'a figé, c'est que ses yeux étaient cachés. Quelqu'un avait pris la peine de lui nouer autour du visage une bande de tissu blanc qui le rendait aveugle au chaos qui rugissait autour. Il ne voyait même pas les camions frôler sa petite silhouette de quelques centimètres à peine. Et pourtant, il ne bougeait pas. J'ai eu la gorge serrée. Pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Sa respiration était à peine perceptible, ses pattes écorchées à vif et son museau humide tressaillait vers mes bottes quand je me suis accroupi. Mais c'est tout ce qu'il faisait, rester là, en silence, blotti contre son bagage comme s'il attendait encore quelqu'un qui ne reviendrait jamais. J'ai lu le mot scotché sur la valise en grosses lettres maladroites, écrites au marqueur noir. Chien gratuit, trop bruyant. Mon cœur s'est serré et je me suis agenouillé doucement, essayant de ne pas le faire sursauter. « Eh bonhomme !» ai-je murmuré. Il a sursauté à peine, puis a penché la tête comme s'il essayait de deviner d'où venait ma voix. Il ne pouvait pas me voir, mais il écoutait quand même. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous regardez. Et maintenant, poursuivons ensemble cette histoire. J'ai tendu la main et mes doigts sont glissés sous le bord du tissu. C'était une vieille chemise blanche, nouée si fort derrière ses oreilles qu'elle lui avait laissé des marques rouges dans la peau. Qui pouvait faire ça à un chiot? Il n'a ni gémi, ni tenté de se débattre, juste une respiration plus rapide. Quand j'ai enfin retiré la bande, il a cligné des yeux sous la lumière éclatante, désorienté, comme si ça lui faisait mal. Ses yeux étaient d'un brun profond, trouble, incapable de se fixer vraiment sur moi. Mais pendant une seconde, il m'a regardé. Puis il a reposé la tête contre la valise. Je l'ai ouverte. Dedans, il n'y avait rien d'autre qu'une couverture en lambeaux, des papiers froissés et une gamelle de plastique fendue, vide. Je comprenais maintenant pourquoi il n'avait pas bougé. Il gardait son monde. Je m'appelle Ryan. Je suis bénévole maintenant, mais j'ai passé des années à sillonner ces routes pour gagner ma vie. J'en ai vu des objets jetés sur le bitume, des choses dont personne ne voulait plus. Mais jamais je n'avais vu quelque chose attendre son propre chagrin. Alors je me suis assis par terre, laissant le soleil me brûler la nuque, laissant les voitures hurler autour de nous. Il ne m'a pas quitté des yeux. Ou du moins, il a continué à fixer le vide, là où il pensait que ses maîtres reviendraient. Je ne savais pas depuis combien de temps il était là. Mais une question me hantait déjà. Accepterait-il de venir avec moi? Ou préférait-il mourir ici, auprès de cette valise qu'on lui avait laissée? J'ai essayé de l'appeler doucement, de poser une bouteille d'eau près de lui. Rien n'y faisait. Chaque fois que je faisais mine de m'éloigner sans la valise, il se recroquevillait autour comme si c'était la dernière chose qui comptait encore. Alors, j'ai pris la poignée, craquelée et poisseuse de ruban adhésif, et je l'ai mise sur mon épaule. À ce moment-là seulement, il s'est levé. Vacillant, ses pattes arrière tremblaient, une traînait légèrement derrière lui, mais il a suivi, en silence, sans un jappement, sans hésitation. J'ai conduit jusqu'au petit refuge où j'avais travaillé autrefois. Il y avait toujours une chance qu'ils aient une place. Quand j'ai ouvert la porte de la camionnette, il n'a pas bougé, tant que je n'ai pas pris la valise. Alors il a sauté maladroitement, a failli tomber, mais est resté debout. Il s'est installé contre la valise à nouveau, la tête posée dessus. C'est là que j'ai remarqué les cicatrices, des petites entailles sur son museau, des éraflures mal refermées sur ses oreilles, des zones où le poil était plus clair, sans doute à force d'avoir été pressé contre quelque chose de dur, peut-être l'intérieur de cette valise. Je suis resté un moment derrière le volant, incapable de démarrer, à regarder le flot des voitures. Un chiot comme lui n'aurait aucune chance dans une fourrière. Et moi, je n'étais pas prêt pour un autre chien. Pas après Duke.
Mais ce chiot muet, aux yeux sans larmes, n'avait pas besoin d'une maison parfaite. Il avait juste besoin qu'on croie encore qu'il valait la peine d'être sauvé. Quand nous sommes arrivés, la bénévole du refuge s'est penchée pour le regarder dans les yeux. Elle m'a demandé « Comment il s'appelle ?» Je me suis contenté de secouer la tête. Elle a souri légèrement. « Maintenant, il a un nom », a-t-elle murmuré. « Bienvenue à la maison, Cooper. » Il a cligné des yeux. Et pour la première fois, très légèrement, sa queue a remué. On l'avait laissé là, aveuglé et muet sur le goudron brûlant. Et pourtant, il avait attendu. Cooper n'avait pas pleuré, n'avait pas protesté. Il s'était juste accroché à cette valise, comme à un souvenir qui pouvait encore le protéger. Et plus je le regardais, plus quelque chose en moi se tordait, parce que quelqu'un avait fait ça. Quelqu'un avait regardé dans les yeux de ce chiot et choisi de le condamner, de lui bander les yeux, de l'abandonner comme un déchet avec ce mot grotesque, trop bruyant. Je ne suis pas un homme violent, je ne l'ai jamais été. Mais ce jour-là, j'ai eu envie de hurler. Combien d'autres comme lui dehors, jetés dès qu'ils deviennent gênants, trop bruyants, trop grands, trop vivants. Cooper haletait dans la pièce du refuge maintenant. Pas de plainte, pas d'aboiement, juste ce souffle creux des chiens qui ne savent plus ce qu'ils ont le droit de ressentir. Le vétérinaire a jeté un œil rapide. Pas de puce électronique, pas de dossier. Bien sûr que non. On ne laisse pas un chiot attaché à une valise quand on compte revenir. Je me suis assis à même le carrelage, la valise posée à côté de moi. Je lui ai murmuré « C'est fini maintenant ». Il n'a pas levé les yeux, mais il s'est allongé contre ma jambe et quelque chose en moi s'est brisé. L'espace fermé depuis la mort de Duke s'ouvrait de nouveau. Mon berger allemand, mon ombre pendant 10 ans. J'avais promis qu'aucun chien ne prendrait jamais cette place. Et pourtant, Cooper avait déjà trouvé la faille. Certains humains ne méritent pas les chiens. Mais toi, tu ne méritais pas ça. Cooper a bougé légèrement. Puis lentement, comme si ça lui faisait mal, il a tendu une patte et l'a posée sur la valise. Pas sur moi, pas sur la gamelle, la valise. Comme si elle comptait encore, et je savais alors que je ne pouvais pas le laisser croire que c'était la seule chose qui valait la peine d'être aimée, pas après ce qu'on lui avait fait. Cooper est resté blotti contre cette vieille valise pendant des heures, même après que le personnel lui ait préparé un petit lit dans un coin tranquille de la salle d'accueil. Ils avaient éteint la lumière, posé une couverture propre qui sentait la lavande. Mais rien n'y faisait. Son corps restait collé à ce bagage comme s'il y protégeait quelque chose de précieux, invisible aux autres. Et moi, je ne pouvais pas me résoudre à partir. Je suis resté assis sur ce carrelage froid, à le regarder respirer, à observer son petit flanc se soulever et retomber si lentement que ça me faisait peur. J'en avais vu des chiens traumatisés, des chiens qui sursautent à chaque bruit, qui évitent la main tendue, qui pleurent dans leur sommeil. Mais lui, c'était autre chose. Cooper n'essayait même pas de se cacher. Il ne réagissait pas, comme si quelqu'un avait éteint la lumière à l'intérieur, ne laissant qu'une coquille vide. J'ai fini par demander aux soigneurs s'ils pouvaient rester là pour la nuit. Ils ont hoché la tête, un peu sceptiques. Les chiots pleurent presque toujours quand on les laisse seuls la première fois. Pas lui. Ce soir-là, je n'ai pas pu rentrer chez moi. J'ai pris le volant, j'ai fait le tour du pâté de maison 5 fois, puis je suis revenu. Dans ma camionnette, il y avait encore une vieille couverture en laine. Duke l'adorait. Elle sentait encore le cèdre et un peu de thym. Je suis allé la chercher et je l'ai déposée près de la valise. Cooper n'a pas réagi tout de suite. Mais quand je me suis assis à côté et que j'ai laissé échapper un long soupir, j'ai vu quelque chose. Sa queue a frémi. Rien qu'une seule fois, presque imperceptible. Mais c'était déjà énorme. Je lui ai murmuré des mots sans trop réfléchir. Je ne me souviens même plus exactement de ce que j'ai dit. Peut-être quelque chose sur la route, sur la bêtise des hommes qui brisent ce qu'ils ne comprennent pas, sur ces chiens qui, malgré tout, continuent d'essayer d'aimer le monde. Il ne bougeait pas, mais il m'écoutait. Le lendemain matin, ils lui ont enfin fait un vrai examen. Ses côtes portaient des traces de coups, légères mais visibles. Ses coussinets étaient en lambeaux à force de marcher sur la chaussée brûlante. Et puis, le vétérinaire a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Ses yeux n'étaient pas abîmés, sa vue était parfaite. Mais il ne clignait pas normalement, comme si, très jeune, il avait appris à ne pas regarder. Qui apprend ça à un chiot? Je suis sorti prendre l'air, les poings serrés. Il y a une rage silencieuse qui vous monte dans la gorge quand vous réalisez que quelqu'un a volontairement détruit un être aussi pur. Pas un accident, pas une maladie, une décision. Quelqu'un avait choisi de le blesser. Et lui, malgré tout, avait choisi de survivre. Je ne pouvais pas le laisser finir sa vie sur un simple lit de refuge dans un dossier sans nom. Il méritait mieux,
Même si je n'étais pas prêt, même si je croyais que mon cœur ne s'ouvrirait plus. Les premiers jours ont été durs. Il n'a pas touché à la nourriture, ni la première nuit, ni la seconde, mais le troisième matin, quand je suis arrivé tôt, il y avait un petit détail qui avait changé. La couverture de Duke, que j'avais laissée, avait été tirée jusque dans le coin de la pièce. Et Cooper, le chiot, qui refusait de bouger ou de regarder qui que ce soit, était couché dessus. Pas sur le carrelage froid, sur la couverture. Quand nos yeux se sont croisés, il n'a pas détourné le regard. Pas cette fois, c'était la première fissure dans le mur. Je me suis assis à côté de lui, la valise sur mes genoux, et j'ai déballé ce que j'avais ramené de chez moi la veille. Un petit jouet en caoutchouc tout mâchouillé en forme de canard. Duke l'avait adoré. Le Queener était mort depuis longtemps, mais il sentait encore un peu la maison. Je l'ai posé près de lui. Il l'a reniflé sans le prendre. Mais en voyant ses narines frémir, j'ai soufflé doucement. Il est à toi maintenant. 1 heure plus tard, quand je suis revenu, le canard était entre ses pattes, tenu comme un secret. C'est ce jour-là qu'une famille est entrée. Un couple jeune, les traits tirés, et leur petite fille serrant un carnet rose contre sa poitrine. Elle devait avoir 7 ans, des tresses en bataille, les joues pâles et le regard qui ne quittait jamais le sol. Elle ne disait pas un mot. La responsable du refuge me glissa à voix basse qu'elle ne parlait plus depuis un accident de voiture survenu l'année dernière. Elle avait perdu son grand frère. Le choc avait été si violent que plus rien n'arrivait à la faire parler. Il n'était pas venu pour adopter à tout prix, juste pour voir, pour essayer. Mais quand elle est entrée dans la pièce, Cooper a levé la tête, pas brusquement, pas en sursaut, lentement, comme s'il avait reconnu quelque chose, et il a planté ses yeux dans les siens. Elle s'est arrêtée net. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, Cooper s'est levé, a traversé la pièce, et est venu poser doucement sa tête contre sa cuisse. Elle ne s'est pas reculée, elle a laissé tomber son carnet rose, s'est accroupie, et a posé ses 2 petites mains sur sa tête. Cooper n'a pas cligné, n'a pas tremblé, il s'est juste appuyé contre elle comme si ses paumes étaient le premier endroit sûr qu'il ait jamais connu. Et là, j'ai senti ma gorge se nouer. Le personnel du refuge m'a lancé un regard. L'un d'eux a soufflé, on dirait qu'il a choisi. Et moi, je savais déjà qu'ils s'étaient choisis mutuellement. La vraie question maintenant, c'était, allait-il réussir à guérir ensemble ? Le lendemain, la petite fille est revenue. Toujours à la même heure, le carnet serré contre son cœur. Elle ne souriait pas, ne regardait pas les autres chiens. Elle a juste traversé la pièce en silence, a cherché du regard et s'est arrêtée quand elle l'a vu. Cooper était blotti dans son coin habituel, la tête contre la valise, le canard coincé sous sa patte. Mais quand il l'a vu, il s'est levé sans hésiter. Sa queue n'a pas bougé, pas encore. Mais il a avancé vers elle comme s'il répondait à une question que seuls eux deux pouvaient entendre. Elle s'est assise en tailleur avant même qu'il n'arrive à elle. Elle a posé son carnet par terre et l'a ouvert. Page après page, des dessins, des chiens, des routes, des valises, une petite fille tenant la patte d'un chien brun. Je les ai regardés de loin. Cooper a doucement posé son museau sur l'une des pages. Elle lui en a montré une autre, puis une autre encore. Il ne l'a pas quitté des yeux. Pas une seule fois. C'était la première fois qu'il restait loin de la valise depuis que je l'avais ramenée, et là, ça m'a frappé. Il ne choisissait plus la valise. Il la choisissait, elle. Cet après-midi-là, la directrice du refuge m'a pris à part. Nous nous sommes installés dans le petit bureau vitré à l'entrée. Elle m'a expliqué ce qu'elle savait de la fillette, que ses parents l'avaient inscrite à une thérapie depuis des mois, sans progrès. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis l'accident qui avait emporté son frère aîné. Son mutisme était devenu un mur entre elle et le monde. Mais là, souffla la directrice en jetant un coup d'œil par la vitre, où Cooper et la petite étaient toujours assis côte à côte sur le carrelage. Peut-être que ce mur est en train de se fissurer. Je hochai la tête, incapable de détacher mon regard de cette scène simple et bouleversante. Elle lui montrait une nouvelle page de son carnet, un dessin d'un chien et d'une fillette sous un grand soleil. Cooper, immobile, suivait son geste du regard, la truffe à quelques centimètres à peine du papier. « Il l'entend », murmurai-je, plus pour moi-même que pour la directrice. Elle hocha lentement la tête, et elle l'entend aussi. Le soir même, les parents de la petite demandèrent timidement s'ils pouvaient essayer de le prendre en famille d'accueil pour un week-end, juste pour voir, juste pour savoir si la magie tiendrait en dehors de ces murs. Je n'ai pas hésité, j'ai dit oui. J'ai préparé la valise, la couverture qui sentait le cèdre et le petit canard en caoutchouc. Je les ai tendus aux parents avec quelques instructions. Pendant qu'ils chargeaient la voiture, Cooper restait assis à mes pieds, le regard toujours tourné vers elle. Il avait encore l'air méfiant, ses oreilles basses,
mais il suivait chacun de ses pas avec une intensité presque douloureuse. Quand elle s'est tournée vers lui et a tendu la main, il a avancé. Il est monté dans la voiture sans que personne ne l'y pousse, sans même un regard pour moi. Juste avant que la portière ne se referme, ses yeux ont croisé les miens. Et je n'y ai pas lu la peur cette fois. J'y ai lu quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Peut-être que c'était trop tôt, peut-être qu'il n'était pas prêt, peut-être qu'elle non plus. Mais une chose était certaine, ils avaient déjà commencé à se sauver l'un l'autre. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. C'était un message de la directrice du refuge. 3 mots seulement. Vous devriez venir. Mon cœur a fait un bond. J'ai pris ma camionnette sans réfléchir. Une boule au ventre. Je m'attendais à tout. Qu'il ait paniqué, mordu, ou qu'il se soit barricadé dans un coin de la maison, incapable d'affronter ce nouveau monde. Mais en arrivant au refuge, ils étaient là, assis dehors sur la pelouse, sous un ciel clair et doux. La petite riait, pas juste un sourire timide. Non, un vrai rire. Franc, léger, presque maladroit. Comme une corde qui se détend d'un coup après avoir été trop tendue pendant des mois. Cooper était assis en face d'elle, la langue pendante, les oreilles en avant, à lui lécher les doigts, alors qu'elle tenait son petit carnet ouvert sur ses genoux. Et ses parents, debout à côté, avaient les yeux rouges d'émotion. Quand elle l'a regardé dans les yeux, elle a soufflé son nom. Pas fort, pas hésitant. D'une voix claire et sûre, Cooper. J'ai dû détourner les yeux parce que les miens brûlaient. Ses parents m'ont raconté le reste en aparté. Que cette nuit-là, en rentrant chez eux, Cooper n'avait voulu dormir nulle part ailleurs que près de son lit, qu'il avait veillé sur elle toute la nuit, la tête posée sur ses pantoufles. Et dans le noir, elle avait murmuré son nom, son premier mot depuis presque 1 an. Quand je me suis accroupi près de lui pour lui caresser l'échine, il a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois depuis que je l'avais trouvé, sa queue a remué lentement, mais sûrement. Plus tard, la petite m'a tendu son carnet. Sur la première page, elle avait dessiné un soleil éclatant, elle debout avec Cooper en laisse, et au-dessus d'eux, un mot en grosses lettres maladroites. Safe, en sécurité. Je n'ai rien su dire. Je me suis contenté de hocher la tête, la gorge serrée. Le même jour, la directrice a commencé à préparer les papiers. La famille Henley ne voulait plus simplement l'accueillir pour le week-end. Ils voulaient l'adopter pour de bon. Je ne perdais pas Cooper. Je le voyais devenir ce qu'il avait toujours été destiné à être. Mais une question continuait de tourner dans ma tête. Après tout ce qu'il avait vécu, pourrait-il croire que cette fois, c'était vraiment pour toujours? La première nuit, dans sa nouvelle maison, Cooper n'a pas dormi. Pas vraiment. Ses nouveaux maîtres m'ont dit qu'il avait passé des heures à circuler entre les pièces, à vérifier les portes, à inspecter chaque coin, à revenir encore et encore près du lit de la petite pour s'assurer qu'elle était toujours là. La deuxième nuit, il s'est allongé au pied de son lit. La troisième, il avait la tête sur ses genoux pendant qu'elle lui lisait une histoire, hésitante, mais déjà plus assurée qu'avant. Cooper ne comprenait pas les mots, mais il écoutait. Ses yeux étaient plus doux, ses oreilles attentives, et sa queue balayant lentement le parquet, comme si chaque syllabe l'éloignait un peu plus de ce trottoir brûlant et de cette valise. La semaine suivante, le vétérinaire l'a examiné à nouveau, il avait repris un peu de poids, ses plaies cicatrisaient bien, aucune infection, mais surtout, il avait noté quelque chose d'autre. Il recommence à soutenir le regard, m'a-t-il dit. Ça, on ne peut pas le feindre. Quelques jours plus tard, le refuge m'a invité à venir leur rendre visite. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais dès que j'ai mis un pied dans la cour arrière, Cooper a surgi à toute allure. Sa queue battait l'air, ses oreilles dressées, ses yeux brillants, il m'a foncé dessus, ses 2 pattes sur mes cuisses, m'a léché le menton, puis est reparti en courant vers la petite, comme pour dire « Ne t'inquiète pas, je reviens ». Elle a ri doucement et hoché la tête. Puis elle a marché vers moi, tenant quelque chose entre ses mains. C'était la valise, celle qu'il avait gardée si longtemps, mais maintenant recouverte d'autocollants faits à la main. Des étoiles, des cœurs, des empreintes de pattes. Et sur le côté, en peinture rose, elle avait écrit un seul mot, home, maison. J'ai senti mes jambes flancher. Je me suis accroupi, ma main posée sur la toile chaude de la valise. Elle m'a murmuré timidement, « Il dort encore à côté parfois ». C'était sa deuxième phrase pour moi, et elle m'a frappé droit au cœur. Il ne dormait plus à côté d'elle par peur. Il le faisait pour se rappeler qu'il y avait eu quelqu'un pour venir le chercher. Parce que maintenant, la valise ne voulait plus dire abandon, elle voulait dire sauvetage. C'était un samedi matin quand je les ai revus par hasard. Je terminais une course dans un petit parc au sud de Prescott, non loin de mon ancien trajet de livraison. Et là, au détour d'une allée bordée de chênes, je les ai aperçus. Elle et lui, marchant côte à côte dans la lumière dorée de l'aube. Pas de laisse, pas de peur,
juste deux ombres tranquilles, parfaitement synchrones. Cooper avait changé. La façon dont il avançait, la tête haute, les oreilles droites, les yeux vifs, n'avait plus rien à voir avec le chiot terrorisé que j'avais trouvé ce jour-là. Il ne se retournait plus à chaque bruit. Il ne se plaquait plus contre les murs quand une voiture passait. Il ne dormait plus le dos contre une cloison pour se protéger. Il vivait. C'est la petite qui m'a vu en premier. Elle a levé la main pour me saluer, timidement. Cooper, lui, a trotté vers moi aussitôt, la queue en mouvement, la truffe humide déjà contre ma main avant que je n'aie le temps de dire un mot. Il a posé sa tête contre ma poitrine, le souffle calme, confiant. Puis il est reparti la rejoindre comme pour lui montrer « Je t'ai dit que je revenais ». Je me suis assis sur un banc pendant que ses parents me rejoignaient à pas tranquille. La petite s'est installée dans l'herbe et a ouvert son carnet, crayonnant à nouveau en silence. Cooper s'est allongé contre son genou, la tête posée dessus. Son père a pris une grande inspiration, le regard fixé sur eux. Il ne la quitte plus, m'a-t-il confié. École, course, visite médicale, il la suit partout. Même quand elle va juste à la salle de bain, il l'attend derrière la porte. J'ai souri, un peu amer. Il sait ce que ça fait d'être laissé derrière, ai-je répondu, et il n'a plus l'intention de la laisser vivre ça. Plus tard dans la journée, ils m'ont invité à visiter leur maison. Une petite bâtisse modeste mais lumineuse et vivante, avec des jouets d'enfants dans le jardin et des pots de fleurs au rebord des fenêtres. Cooper m'a fait visiter comme s'il m'en avait fait la promesse. Pièce après pièce, il marchait quelques pas devant moi, se retournant pour s'assurer que je suivais bien. Son pas était plus léger, ses oreilles plus vives, et dans un coin du salon, je l'ai vue, la valise. Elle n'était plus dans la chambre de la petite, mais posée là, près d'une grande fenêtre. On avait glissé à l'intérieur un coussin moelleux, un vieux plaid. Cooper ne dormait plus dedans, m'ont-ils dit. Mais chaque matin, il venait la frôler du bout du museau avant de commencer sa journée. Sur le mur au-dessus, il y avait une photo encadrée. Une photo de deux. Elle et Cooper, blottis l'un contre l'autre, endormis sous un rayon de soleil. Et en dessous, écrit en lettres maladroites dans son écriture d'enfant, on attendait tous les deux, mais maintenant, on est chez nous. J'ai dû sortir prendre l'air. Parce que le chagrin, parfois, arrive sans prévenir, même quand on croit qu'il ne reste plus de larmes. Parfois, c'est une joie si forte qu'elle vous déchire plus que la tristesse. Parce que ce petit berger allemand avait rouvert une plaie en moi que je croyais fermée. Et parce qu'au fond de moi, je savais que Duke aurait adoré Cooper. Il avait cette même étincelle fragile, ce même mélange de feu et de douceur caché derrière des yeux silencieux. En regardant par la fenêtre, je les ai vus. Elle lisait à voix haute, hésitante mais déterminée. Et Cooper, immobile, l'écoutait. Il ne comprenait pas les mots, mais il écoutait quand même, parce que maintenant, il avait ce qu'il avait toujours attendu. Pas dans une valise, pas sur une route brûlante, mais dans sa voix à elle. C'est arrivé un jeudi, juste après le coucher du soleil. Un orage avait éclaté au-dessus de la ville, les vents avaient hurlé, la pluie battait contre les vitres, et le ciel s'illuminait d'éclairs lointains. Sa mère m'a raconté plus tard qu'elle n'avait quitté la pièce que 5 minutes. Et quand elle est revenue, la porte d'entrée était entr'ouverte. Cooper avait disparu. Aucun bruit, aucun grattement. Juste parti. L'orage frappait fort, les arbres pliaient sous le vent. La pluie noyait les rues. Mon téléphone a sonné alors que je chargeais des caisses à l'arrière du refuge. La voix tremblante de la petite, si faible qu'on l'entendait à peine, a murmuré « Il est plus là ». J'ai tout lâché. Je suis monté dans la camionnette et j'ai foncé. Quand je suis arrivé dans le quartier, les voisins étaient déjà dehors, lampe de poche à la main, capuche trempée, tout le monde le cherchait. Parce que ce n'était pas juste un chien perdu, c'était Cooper, le chiot qu'on avait trouvé sur le bitume et qui avait ramené la petite à la vie. J'ai arpenté les rues pendant des heures, l'appelant dans la pluie, fouillant sous les voitures, derrière les clôtures, entre les porches. Rien. Juste le rugissement du vent. Puis je l'ai vu. À la limite du quartier, là où la route devient un vieux terrain vague, j'ai aperçu une forme sombre, recroquevillée sous un poteau tordu. J'ai su tout de suite que c'était lui. Il était là, trempé, couvert de boue, couché contre une valise. Pas la sienne, une autre, abandonnée là parmi des ordures. Il l'avait retrouvée comme attiré par son passé, comme pour vérifier si c'était bien fini. Je me suis accroupi à côté de lui. « Cooper », ai-je murmuré, la voix cassée. « Non, pas encore. Tu n'es plus ce chien-là ?» Il m'a regardé et j'ai senti quelque chose céder en lui. Il ne s'est pas mis à aboyer ni à gémir. Il a juste rampé jusqu'à moi, une patte après l'autre, tremblant, et s'est blotti contre moi. Son corps tout entier cherchant refuge dans mes bras. Je l'ai serré fort. «
Tu voulais juste être sûr, t'assurer qu'il n'y avait plus personne pour t'y laisser. Il avait eu besoin de revenir là où tout avait commencé. Mais cette fois, il n'était plus seul. Cette fois, quelqu'un était venu le chercher. Parce qu'au fond, c'était ça qu'il testait. Pas le monde, pas la pluie, mais nous. Pour voir si on revenait, je l'ai porté jusqu'à la camionnette et il n'a même pas regardé en arrière. La maison était étrangement silencieuse quand je suis arrivé avec lui dans mes bras, toujours détrempé, tremblant légèrement mais sans résistance. La pluie continuait à battre les vitres et les toits, rythmant l'air d'un grondement sourd. À l'intérieur, la petite fille était assise sur le tapis du salon, ses jambes croisées, serrant contre elle le petit canard en caoutchouc. Ses doigts étaient si crispés que ses phalanges en devenaient blanches. Ses parents étaient de part et d'autre, debout, les yeux rougis, immobiles, comme figés dans une attente douloureuse. Dès que la porte s'est ouverte, elle a levé les yeux, et le jouet est tombé de ses mains. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle s'est juste levée et a couru vers nous. « Cooper !» Sa voix a éclaté dans le silence comme un rayon de lumière déchirant les nuages. Dans mes bras, Cooper a tressailli à ce son. Ses oreilles se sont dressées et son regard s'est enfin détaché de moi. Je l'ai posé à terre et à peine ses pattes eurent-elles touché le tapis qu'il bondit vers elle. Pas en boitillant, pas hésitant. Il a couru. Comme si son univers entier l'attendait dans ses bras minuscules. Elle l'a étreint, enfouissant son visage dans sa fourrure humide, sanglotant de soulagement. Lui, pour la première fois depuis des semaines, a laissé échapper un gémissement. Pas un cri de peur, un cri doux, comme une respiration qu'on retenait depuis trop longtemps. Comme si lui aussi avait eu peur que personne ne vienne le chercher. Je suis resté debout à les regarder tomber ensemble sur le tapis. Un chien et une enfant, deux êtres brisés par la vie, qui se recousaient doucement l'un l'autre. Sa mère a glissé sa main sur mon bras. Sa voix était un souffle. « Merci. Merci de l'avoir ramené. » J'ai secoué la tête, la gorge serrée. C'est lui qui est revenu. Je n'ai fait que finir le chemin pour lui. Plus tard, quand le calme est revenu et que la pluie s'est calmée dehors, la petite a sorti la valise de son coin, là où elle dormait. Mais cette fois, elle ne la posa pas contre lui pour qu'il s'y blottisse. Elle l'ouvrit. Dedans, elle glissa un dessin qu'elle avait fait plus tôt, représentant elle et Cooper sous un grand chêne, le ciel clair et le soleil haut. Puis elle referma la fermeture éclair et la repoussa doucement contre le mur. Cooper l'avait observé tout du long, silencieux. Et quand elle se redressa, il s'approcha, posa sa truffe contre la toile rugueuse et Océan s'éloigna, pas par peur, comme pour dire « c'est fini ». C'est la dernière nuit où il a dormi à côté. Une semaine plus tard, l'adoption était officielle. Cooper devenait son chien, son protecteur. Et elle recommençait à parler, lentement, maladroitement parfois. Mais elle parlait. Ses phrases étaient courtes au début, mais chaque mot était une victoire. Un après-midi, alors qu'elle sortait d'une séance chez le thérapeute, elle lâcha cette phrase simple mais qui laissa la pièce entière sans voix. « Je parle » parce qu'il était resté, et parce que quelqu'un est resté pour lui. Ces mots, je crois qu'ils m'ont plus bouleversé que tout ce que j'avais vu jusque-là. Parce que Cooper n'avait plus besoin d'être sauvé maintenant. C'était lui qui sauvait. Et pour la première fois, je le vis vraiment se détendre. Il ne dormait plus recroquevillé, ni à moitié éveillé, ni le dos contre les murs. Il s'étirait dans le salon, comme s'il avait toujours été là. Comme s'il savait enfin qu'il n'aurait plus jamais à attendre seul sur un trottoir brûlant. Je repassai les voir une semaine plus tard, un dimanche. La maison était calme, remplie de cette paix qui suit les tempêtes. Cooper m'accueillit comme toujours, trottant vers moi, la queue en panache, me léchant les mains avant de repartir vers elle, s'assurant que je le suivais. Il voulait me montrer qu'ici, il avait trouvé sa place. La valise était toujours là, rangée près de la fenêtre, mais on ne l'ouvrait plus. On avait même ajouté un petit cadre au-dessus d'elle, avec une photo où on le voyait, lui et la fillette, blottis l'un contre l'autre, endormis sous un plaid. Sous la photo, on avait écrit « Toujours de sa main à elle », on attendait tous les deux, mais maintenant, on est chez nous. Et moi, en voyant ces mots, je sus que quelque chose d'essentiel avait changé. Parce que maintenant, Cooper ne veillait plus sur une valise vide. Il veillait sur une petite fille. Les semaines passèrent, et Cooper devint plus qu'un simple chien pour la famille. Il devint une présence, une silhouette rassurante qui se glissait dans chaque coin de la maison. Là où elle allait, il allait. Quand elle se levait la nuit, il attendait au pas de la porte. Quand elle lisait à voix haute, il posait la tête sur ses genoux et laissait sa queue battre lentement, comme un métronome, au rythme de ses mots hésitants mais courageux. Les progrès étaient visibles,
À l'école, elle commença à chuchoter des réponses en classe. Au supermarché, elle osa demander elle-même le prix d'un paquet de biscuits. Et à chaque petit pas, Cooper était là. Son ombre, son gardien silencieux, la preuve vivante qu'elle avait le droit d'avoir confiance à nouveau. Un après-midi de printemps, sa mère m'appela pour me dire que la mairie avait invité les habitants à une marche de sensibilisation pour les animaux abandonnés. Elle me proposa de les accompagner. J'hésitais, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas refuser. Le jour venu, la ville était baignée d'un soleil doux. Sur la place principale, des dizaines de familles, de bénévoles et de chiens se regroupaient. On voyait des affiches, des ballons colorés, des banderoles. Adopter, ne les abandonnez pas. Elle et Cooper arrivèrent main dans la main, ou plutôt main dans patte, et je sentis un frisson me traverser. Lui ne semblait pas troublé par la foule ni par le bruit. Il marchait droit, la tête haute, ses oreilles puis tournées vers elle comme s'il veillait à chaque seconde. Elle portait son petit carnet dans une main et lui tenait son collier de l'autre. Quand elle arriva à ma hauteur, elle leva les yeux vers moi et souffla un simple « merci ». Puis elle ouvrit son carnet et me montra un dessin. On y voyait la place, remplie de monde, et au premier plan, elle et Cooper, lui, la protégeant d'un mur d'ombre dessiné en gris foncé. Et au-dessus d'eux, une phrase en lettres capitales d'enfant, « pas seul ». C'est ce jour-là qu'ils firent la rencontre d'un journaliste local venu couvrir l'événement. Il demanda à ses parents s'ils pouvaient écrire un article sur leur histoire. Je vis la petite hésiter, regarder Cooper puis hocher la tête. L'article parut le week-end suivant. Le titre était simple, « Celui qui a attendu et celle qui l'attendait ». L'article racontait comment un chien abandonné avait redonné sa voix à une enfant et comment, en retour, elle lui avait donné une maison. À partir de ce jour-là, on les reconnaissait parfois dans la rue. Des gens venaient caresser Cooper, d'autres complimentaient la petite pour son courage. Elle restait timide, mais elle commençait à relever la tête plus souvent. Et à chaque nouvelle main qui se tendait vers lui, Cooper laissait faire mais ne cessait jamais de jeter un regard à sa petite maîtresse. Pour vérifier qu'elle allait bien, un soir, son père m'appela. Sa voix trahissait une pointe d'émotion. « Elle a voulu faire un discours, dit-il, à l'école, pour la journée contre la maltraitance des animaux. On ne l'a pas poussée. C'est elle qui a demandé. Le lendemain, je me retrouvais dans le gymnase de l'école primaire. Les parents étaient assis au premier rang, nerveux. Cooper attendait calmement à leurs pieds, un foulard bleu autour du cou. Puis elle monta sur scène, son carnet rose dans les mains. Sa voix trembla au début, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle raconta son histoire, celle d'une petite fille qui n'arrivait plus à parler depuis un accident, et celle d'un chien qui ne regardait plus personne dans les yeux parce que personne n'était jamais revenu pour lui. Elle parla de la valise, de la pluie, de la route brûlante, et de la première fois où il avait posé la tête sur ses genoux. Et elle termina avec ces mots qui restèrent gravés en moi. « Cooper ne m'a pas sauvé parce qu'il était parfait. Il m'a sauvé parce qu'il était resté, même quand tout le monde l'avait laissé tomber. Et moi, je suis resté pour lui. » La salle resta muette quelques secondes, puis éclata en applaudissements. Et ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que la famille me raccompagnait à ma voiture, je regardais Cooper trotter fièrement à côté d'elle, son foulard bleu flottant au vent. Je sentis mon cœur se serrer d'une gratitude immense, parce qu'en le voyant ainsi, je compris que je n'avais jamais vraiment sauvé ce chiot sur le bord de la route. Je lui avais juste donné une chance de sauver quelqu'un d'autre. Et peut-être, moi aussi un peu. Les jours suivants furent étrangement calmes, presque doux. L'air de printemps était encore chargé de pollen et de lumière dorée, et la vie reprenait un rythme tranquille pour la famille et pour Cooper. On aurait pu croire que leur histoire s'arrêtait là. Mais la vérité, c'est que certaines blessures mettent du temps à cicatriser et que même dans la sérénité, la peur reste tapie, prête à ressurgir. Un soir, je reçus un appel de la mère. Sa voix était basse, inquiète. Elle m'expliqua que depuis quelques jours, Cooper avait recommencé à se lever plusieurs fois la nuit, qu'il faisait des allers-retours entre les pièces, qu'il semblait nerveux, qu'il inspectait la maison comme s'il cherchait quelque chose d'invisible. Il ne gémissait pas, ne faisait pas de bruit, mais il dormait à peine. Quand je suis passé le lendemain pour le voir, il était allongé près de la fenêtre, la tête posée sur ses pattes. À la vue de ma camionnette, il se leva et vint m'accueillir, mais il y avait dans son regard une lueur inquiète, presque lointaine. La petite était assise à table, ses crayons éparpillés autour d'elle. Quand elle me vit entrer, elle me lança un regard plein d'espoir. « Il est fatigué ?» me murmura-t-elle comme si elle avait peur d'entendre la réponse. Je m'accroupis près de Cooper et passai ma main dans sa fourrure. Il se laissa faire, mais son corps était tendu, comme s'il portait encore en lui un reste d'orage. « Je crois qu'il a juste besoin de savoir qu'il peut baisser la garde, dis-je doucement. »
Elle hocha la tête et à ma grande surprise se leva et alla chercher la valise. Celle qu'elle avait décorée de ses autocollants, celle qu'il touchait du museau tous les matins. Elle la posa devant lui, l'ouvrit et plaça dedans un autre de ses dessins. Cette fois, on y voyait la maison, lumineuse, et lui allongée dans le jardin, les yeux fermés, enfin paisible. Elle murmura « Tu peux dormir maintenant ». Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, Cooper dormit profondément. Quelques semaines plus tard, une nouvelle épreuve vint frapper la famille. La mère m'appela à nouveau, la voix étranglée, on avait vandalisé la cour de leur maison pendant la nuit. Une barrière arrachée, des graffitis sur le mur du garage, rien de grave, mais suffisant pour réveiller les angoisses enfouies de la petite. Elle était restée prostrée toute la matinée, refusant de sortir de sa chambre. Quand j'arrivais, je la trouvais assise au pied de son lit, Cooper blotti contre elle, sa truffe enfouie sous son menton. Il ne bougeait pas. Il ne la quittait pas. Comme s'il lui prêtait son calme pour qu'elle tienne debout. Je me baissai à leur hauteur et dis doucement « Tu sais, parfois, c'est quand on croit que tout va bien que le passé essaie de revenir. Mais tu n'es plus seule. Et lui non plus. » Elle leva les yeux, juste un instant. Puis elle hocha la tête, passa ses bras autour de son cou et souffla dans sa fourrure. « On reste. » Ces deux mots résonnèrent dans la pièce comme une promesse. La famille décida de renforcer la clôture et de repeindre le garage. Et Cooper, lui, continua de patrouiller le jardin chaque soir, comme pour s'assurer que plus jamais personne ne viendrait menacer leur petit monde. Un soir, alors que je partageais un café avec le père sur le porche, il me confia à voix basse « Je crois que ce chien a plus changé nos vies que tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est lui qui nous a appris à rester ensemble. » Je souris, le regardant faire ses rondes dans l'herbe. Oui, Cooper avait attendu, sur cette route brûlante, dans l'espoir insensé que quelqu'un reviendrait pour lui. Et il avait gardé la force de croire. Maintenant, il ne laissait personne d'autre tomber. Quelques jours plus tard, la directrice du refuge me contacta. Une journaliste locale voulait réaliser un petit reportage sur les chiens de thérapie et d'assistance. Elle avait entendu parler de Cooper et de son rôle auprès de la petite. Au début, les parents étaient hésitants. Ils craignaient d'exposer leur fille. Mais quand ils lui en parlèrent, elle se contenta de serrer Cooper dans ses bras et dit « C'est pour les autres chiens, ceux qui attendent encore. » Alors ils acceptèrent. Le jour du tournage, la petite s'installa dans le jardin, son carnet posé sur ses genoux. Cooper s'allongea à ses côtés, comme toujours, la tête sur ses jambes. La journaliste lui posa quelques questions simples et elle répondit d'une voix douce mais ferme. Il m'a appris que même quand on croit que tout est tout fini, quelqu'un peut rester pour nous. Et maintenant, c'est à moi de rester pour lui. Puis elle leva les yeux vers l'objectif, caressa la tête de Cooper et ajouta « Et pour les autres ?» Ce soir-là, la vidéo fut partagée des centaines de fois sur les réseaux sociaux. On reçut des messages de partout. Des familles racontant qu'elles venaient d'adopter, des bénévoles de refuge remerciant la petite pour ses mots. Même des enseignants écrivant que son témoignage avait aidé des élèves à parler de leur peur. Et moi, assis sur mon canapé à la regarder dormir dans le jardin à travers la fenêtre, Cooper roulé en boule contre elle, je me sentis étrangement apaisé. Parce qu'à présent, je comprenais. Il n'avait jamais attendu pour rien sur cette route, il avait attendu elle. L'été arriva, et avec lui des journées plus longues, des soirées tièdes où le jardin sentait la menthe et le bois chauffé par le soleil. Cooper avait pris l'habitude de se coucher sous le grand érable au fond de la pelouse, la tête posée sur ses pattes, observant les allées et venues de la famille avec une vigilance tranquille. Parfois, il levait à peine les yeux quand elle passait en courant, son carnet sous le bras. Mais ses oreilles, elles, bougeaient toujours, attentives au moindre bruit, prêtes à capter le moindre appel. Elle avait recommencé à vivre pleinement. Ses cheveux noués en une tresse épaisse, elle riait plus souvent maintenant. On la voyait aider à arroser les plantes, colorier des pancartes pour le refuge, même bavarder avec des enfants du quartier qui venaient la chercher pour jouer. Mais ce qui ne changeait jamais, c'était qu'à la fin de chaque journée, Cooper était là, à ses côtés. Un soir, alors qu'ils rentraient tous deux d'une promenade, elle s'arrêta dans l'entrée et se tourna vers ses parents. « Je veux qu'il devienne un vrai chien de soutien. Comme ça, on pourra aider d'autres enfants. » Sa mère posa une main sur son épaule, émue, et son père lui lança un sourire rempli de fierté. « Alors, on va faire en sorte que ça arrive. » Les jours suivants, ils prirent contact avec une association spécialisée. Cooper fut évalué, testé, observé. À chaque étape, il fit preuve d'une patience et d'un calme exemplaire. Quand un étranger approchait, il restait immobile, ses yeux cherchant toujours les siens à elle.
Quand on le fit asseoir devant une porte fermée pour mesurer sa capacité à attendre, il resta sagement assis, le museau pointé vers elle. Il avait déjà tout ce qu'il fallait pour ce rôle. Le jour où il reçut son petit gilet bleu marqué chien de soutien émotionnel, elle lui accrocha autour du cou elle-même, les mains un peu tremblantes, puis elle se pencha et murmura à son oreille « Maintenant, on va aider les autres à trouver leur voie, comme toi tu m'as aidé. » À partir de là, ils commencèrent à accompagner des thérapeutes dans des écoles, des hôpitaux, parfois même des maisons de retraite. Partout où ils allaient, Cooper inspirait quelque chose de difficile à décrire. Même ceux qui ne disaient rien tendaient la main pour toucher sa fourrure, et un silence doux tombait sur la pièce dès qu'il entrait. Dans une petite clinique pédiatrique, un jeune garçon recroquevillé sur son fauteuil refusa d'abord de les regarder. Cooper ne força pas. Il s'allongea simplement à ses pieds et attendit. Et quand le garçon finit par poser ses doigts sur sa tête, il leva les yeux vers lui, comme pour lui dire que rien ne pressait, qu'il était là tant qu'il faudrait. Après la séance, le thérapeute me glissa discrètement « On n'avait jamais réussi à l'approcher jusque-là. Ce chien, c'est comme s'il comprenait ce qu'on ne voit pas. » De retour à la maison ce soir-là, elle se blottit contre lui dans le salon. Je la regardais tourner une nouvelle page de son carnet. Cette fois, elle avait dessiné un cercle autour de deux, comme une bulle protectrice, et écrit en bas « Pour toujours ». Les mois passèrent ainsi, rythmés par les visites, les promenades et les petits pas de guérison que Cooper inspirait autour de lui. Il dormait toujours près de son lit la nuit, mais il n'inspectait plus la maison comme avant. Son souffle s'était apaisé, sa démarche était plus assurée. Un après-midi d'automne, ils m'invitèrent pour un repas dans le jardin. Le ciel était clair, l'air sentait la terre humide et les feuilles sèches. Cooper me salua à la grille, comme toujours, trottant vers moi avant de repartir vers elle, fier de m'avoir montré la route. Sur la table, elle avait placé la valise, décorée, toujours recouverte d'autocollants, mais refermée depuis longtemps. Elle me lança un regard malicieux et souffla « Tu crois qu'un jour je pourrai la jeter ?» Je lui rendis son sourire et répondis « Peut-être pas la jeter, mais un jour, tu la regarderas sans qu'elle te fasse mal. » Elle hocha la tête et laissa ses doigts glisser sur la toile usée. Puis elle ajouta « Plus pour elle-même que pour moi. Elle ne veut plus dire la même chose. » Et c'était vrai, parce que désormais, cette valise n'était plus le symbole de l'abandon. Elle portait l'histoire d'un chien qui avait attendu et qu'on avait retrouvé. L'automne s'installait pour de bon, et avec lui, la lumière devenait plus douce, plus dorée. La famille profitait de ces journées fraîches pour passer du temps dehors dans ce jardin qui avait fini par devenir le véritable sanctuaire de Cooper et de la petite. On aurait presque pu croire qu'ils avaient toujours vécu ainsi, côte à côte, unis par un lien invisible mais solide comme une chaîne. Je continuais à leur rendre visite régulièrement. Et chaque fois que j'arrivais, Cooper venait à ma rencontre en courant, sa queue balayant l'air avec cette joie discrète qui lui était propre, avant de filer droit vers elle comme pour vérifier qu'elle allait bien, qu'elle était toujours là. Un samedi, son père m'invita à entrer plus tôt que d'habitude. Il m'attendait dans le salon, un dossier entre les mains, l'air à la fois ému et un peu inquiet. Il m'expliqua que l'école de la petite organisait un concours d'essai sur le thème « Ce qui m'inspire » et qu'elle avait tenu à participer. Il m'avoua qu'il n'avait pas encore eu le courage de lire ce qu'elle avait écrit. Alors il me tendit la feuille. Sa voix tremblait un peu quand il murmura « Je crois que c'est toi qui devrais être le premier ». Je m'installai dans le fauteuil et dépliai doucement la feuille blanche, couverte de son écriture ronde et appliquée. Et je lus. Elle racontait leur première rencontre. La route brûlante, la valise, les voitures qui rugissaient autour. Elle racontait son silence à elle et le sien à lui. Elle écrivait qu'elle s'était sentie moins seule en voyant ce chiot attendre malgré tout, comme elle avait attendu quelqu'un qui reviendrait pour elle. Elle expliquait qu'en le regardant, elle avait compris que même quand tout semblait perdu, il restait toujours un espoir. Et elle terminait ainsi « Cooper n'a pas juste attendu qu'on le sauve, il a attendu pour pouvoir sauver quelqu'un d'autre. Il m'a appris que la douleur ne nous définit pas. Et maintenant, chaque fois que je parle, c'est un peu lui qui parle à travers moi, parce qu'il m'a rendu ma voix, et moi, je lui ai donné un foyer. » Je refermai la feuille, la gorge serrée. Son père se tenait toujours debout près de la fenêtre, les mains dans les poches. Quand nos regards se croisèrent, il souffla simplement « Elle n'aurait jamais pu écrire tout ça avant lui. » Je lui rendis le papier et me levai pour aller retrouver Cooper, qui dormait sur le tapis, la tête posée sur ses pattes. Je m'accroupis près de lui et murmurai en le caressant derrière les oreilles « Tu continues de sauver des vies, mon vieux, et tu ne le sais même pas. »
Quelques jours plus tard, elle reçut un prix pour son essai. Toute la famille était là dans la salle communale et Cooper aussi, portant son gilet bleu impeccablement attaché. Quand son nom fut appelé, elle marcha sur scène, plus droite, plus assurée qu'on ne l'avait jamais vue. Elle tenait son carnet rose contre elle, et à mi-chemin, elle s'arrêta pour que Cooper la rejoigne. Il grimpa sur l'estrade à ses côtés, sans bruit, sa présence seule emplissant la pièce d'une sorte de sérénité. Quand elle parla dans le micro, sa voix était douce, mais elle ne tremblait plus. « Je voudrais dédier ce prix à celui qui m'a appris à ne pas abandonner. Cooper. » Et pour la première fois devant une salle pleine d'étrangers, elle sourit. Ce soir-là, de retour chez eux, je restais un moment assis sur le porche avec son père. On regardait Cooper jouer dans la pelouse, la petite courant derrière lui, riant aux éclats. Le père brisa le silence après un long moment. « Tu crois qu'un jour, il oubliera la valise ?» Je pris une grande inspiration, puis secouai la tête. « Non. » Mais il a choisi de ne plus la laisser le définir. Et c'était vrai. Car même si chaque matin Cooper effleurait encore la toile râpée du bout de la truffe, c'était désormais un geste de souvenir, pas de douleur. Une façon silencieuse de se rappeler jusqu'où il avait voyagé pour arriver ici. Quelques semaines plus tard, la mère m'appela pour me dire qu'ils avaient une surprise. Je vins le dimanche suivant, et la petite m'attendait dans le jardin, un grand sourire timide aux lèvres. Elle me montra la valise, toujours décorée de ses autocollants mais désormais ouverte, et à l'intérieur, des dizaines de dessins, des chiens, des enfants, des maisons, des soleils éclatants. Elle avait transformé ce qui avait été un symbole d'abandon en une boîte à souvenirs d'espoir. Elle me dit d'une voix douce, « Il a attendu longtemps, alors maintenant, je remplis la valise pour lui. » Et à ce moment précis, j'ai compris qu'elle aussi avait trouvé sa mission. Parce qu'en sauvant Cooper, elle avait trouvé en elle la force d'aider d'autres, à comprendre que personne ne mérite d'être laissé seul sur le bord d'une route, et qu'il y a toujours quelqu'un prêt à rester. L'hiver approchait, et la lumière de fin d'après-midi devenait plus courte, plus froide. Pourtant, le jardin gardait une chaleur particulière, comme si le simple fait que Cooper y vive suffisait à repousser le froid. Chaque jour, il continuait ses rondes tranquilles, s'arrêtant toujours à la valise avant d'aller se coucher sur le tapis, la tête contre les genoux de la petite. Et chaque soir, elle rangeait son carnet, mais pas avant d'avoir ajouté un nouveau dessin qu'elle glissait dans la valise à côté des autres. Je revenais souvent les voir, parfois juste pour m'asseoir en silence et les regarder vivre. Et à chaque fois que j'arrivais, Cooper trottait vers moi pour m'accueillir, puis repartait presque aussitôt vers elle comme pour s'assurer qu'elle n'avait pas disparu. Un soir de décembre, je reçus un appel un peu inhabituel. C'était la directrice du refuge. Sa voix trahissait une certaine nervosité. Elle m'expliqua qu'une équipe de tournage d'une chaîne régionale préparait un petit documentaire sur la résilience animale et l'impact des chiens de soutien émotionnel. Et ils souhaitaient consacrer un segment à Cooper et à la petite. Quand je leur en parlais, les parents échangèrent un regard incertain. Mais elle, assise à la table avec son carnet ouvert, leva les yeux et souffla doucement « Oui ». Puis elle regarda Cooper, toujours couché à ses pieds, et ajouta « C'est pour dire aux autres qu'ils peuvent attendre, que quelqu'un viendra ». Le tournage eut lieu la semaine suivante. La maison était baignée d'une lumière d'hiver douce, presque blanche. Cooper portait son gilet bleu, impeccablement ajusté, et la petite, elle, avait accroché à ses cheveux un ruban assorti. La journaliste leur posa des questions simples, mais profondes. « Pourquoi pensez-vous que Cooper est resté ?» Elle réfléchit un instant, caressa son museau, puis répondit calmement « Parce qu'il croyait encore que quelqu'un le méritait. » La journaliste sourit, émue, et lui demanda alors « Et toi, pourquoi es-tu resté pour lui ?» Elle baissa les yeux, hésita une seconde, puis répondit dans un murmure presque imperceptible « Parce qu'on ne guérit pas seul. » Ces mots résonnèrent dans la pièce longtemps après que les caméras eurent cessé de tourner. Quand le reportage passa à la télévision locale, il fit parler de lui bien au-delà des espérances. Des refuges reçurent des dons. Des familles vinrent pour adopter. On partageait leur histoire sur les réseaux sociaux, accompagnés de ce simple message écrit par la petite elle-même en bas de l'écran. Quelqu'un vous attend toujours, même quand vous pensez que non. Quelques semaines plus tard, juste avant Noël, elle reçut une invitation d'une école d'une ville voisine pour venir témoigner auprès d'enfants qui, eux aussi, avaient connu des moments difficiles. Quand elle entra dans la salle, avec Cooper à ses côtés, tous les regards se tournèrent vers eux. Il ne faisait pas un bruit, mais il imposait une présence rassurante, presque magnétique. Elle parla debout, son carnet ouvert dans ses mains, sa voix fluide, plus assurée que jamais. Elle raconta la valise, la route, la pluie,
La première nuit, dans la maison. Et elle termina par ces mots qui laissèrent la salle muette. Cooper m'a appris que ce n'est pas parce qu'on vous a abandonné que vous êtes moins digne d'être aimé. Après la séance, des enfants vinrent timidement la voir. Certains caressèrent de Cooper sans un mot, d'autres glissèrent des petits papiers dans son carnet avec des dessins ou des mots maladroits. Mais tous semblaient avoir compris. Sur le chemin du retour, elle resta silencieuse, la tête contre la vitre, ses doigts jouant avec le ruban de Cooper. Puis elle murmura presque pour elle-même « Il y en a encore plein qui attendent ». Je ne répondis rien, parce qu'elle avait raison. Et elle venait de le dire avec une force que même moi, je n'aurais pas su trouver. En rentrant ce soir-là, elle ouvrit la valise et ajouta un autre dessin, celui d'une route longue, bordée d'étoiles, et de dizaines de chiens qui avançaient en file derrière Cooper. Elle se tourna vers moi, un petit sourire en coin, et dit doucement « On finira bien par tous les retrouver ». Et à ce moment-là, j'eus la certitude que la valise n'était plus un poids. Elle était devenue un symbole. Le symbole d'un chien qui avait attendu, d'une petite fille qu'il avait attendue, et de tout ce qu'ils avaient construit ensemble en choisissant de rester quand d'autres avaient choisi de partir. Le cœur de l'hiver apporta avec lui des matinées givrées et des soirées où le ciel prenait une teinte violette, presque irréelle. La famille installa des guirlandes sur la clôture du jardin, et chaque soir, Cooper faisait sa tournée habituelle, trottant le long des lumières clignotantes avant de revenir se coucher près de la porte d'entrée. La petite avait pris l'habitude de l'accompagner, en manteau épais et bonnet rouge, son carnet toujours coincé sous son bras. Elle avait commencé un nouveau projet, remplir son carnet non plus seulement de ses dessins, mais aussi de noms, des noms d'enfants et de chiens qu'ils avaient croisés dans leur visite. À côté de chacun, elle traçait une petite étoile dorée et notait une date, un détail, un mot doux. Quand elle me montra la page, elle me dit, très sérieusement, comme ça on n'oublie personne. J'étais resté sans voix devant cette détermination dans ses yeux. Cette certitude qu'aucune douleur, même ancienne, ne méritait d'être effacée. À mesure que les semaines passaient, Cooper semblait lui aussi s'alléger. Ses rondes de nuit s'étaient faites plus courtes. Il dormait plus profondément, ses pattes parfois agitées dans un rêve où il courait sûrement vers elle. Il ne touchait plus la valise tous les matins. Parfois même, il l'ignorait complètement. Mais elle continuait de l'entretenir, d'y glisser des dessins, de coller de nouveaux autocollants, de la garder comme une mémoire vivante. Un soir, alors que la neige commençait à tomber doucement sur Prescott, elle me demanda si je pouvais rester un peu plus tard. Dans le salon, la lumière du sapin illuminait la pièce d'une lueur chaude et apaisante. Elle s'assit sur le tapis, Cooper blottit contre elle, et ouvrit la valise devant moi. À l'intérieur, il n'y avait plus seulement des dessins, il y avait des lettres, de petites enveloppes colorées, chacune soigneusement fermée et adressée à un prénom. Certaines venaient d'autres enfants, d'autres de bénévoles de refuge, d'autres encore d'inconnus qui avaient entendu parler de son histoire. Dans chacune d'elles, des mots de gratitude, d'encouragement, des témoignages de ceux qui, eux aussi, avaient trouvé la force de continuer. Elle me regarda et dit doucement « On ne peut pas la jeter, pas vrai ? Elle est devenue la preuve. » Je posai ma main sur la valise, sentant sous mes doigts la rugosité de la toile et les reliefs des autocollants. Et je répondis avec un sourire « Non, on ne la jettera jamais ». Dans les jours qui suivirent, l'association qui avait formé Cooper leur proposa de participer à une campagne nationale, une grande tournée de sensibilisation dans plusieurs villes. Elle hésita, mais Cooper, lui, semblait déjà prêt. Quand elle l'interrogea en le fixant dans les yeux, il posa simplement sa tête sur ses genoux et ferma les yeux, comme pour dire « On y va quand tu veux ». La tournée commença à Phoenix, puis Tucson, puis Albuquerque. Dans chaque école, chaque centre, chaque refuge qu'il visitait, les réactions se ressemblaient. Les regards d'abord méfiants, tristes, puis, à mesure que la petite racontait leur histoire, ses visages s'illuminaient, s'adoucissaient. Elle ne lisait plus ses mots sur son carnet. Elle les disait, d'une voix douce mais claire, avec parfois même un éclat de malice. Et toujours, à la fin, elle déposait son carnet à côté de Cooper, comme pour rappeler qu'il restait son premier confident. Dans une école de Santa Fe, un garçon un peu plus âgé qu'elle, silencieux jusqu'ici, s'avança timidement à la fin de son récit. Il posa la main sur la tête de Cooper, baissa les yeux et murmura « Moi aussi, j'attendais ». Et elle lui répondit d'une voix douce « Alors toi aussi, tu mérites qu'on reste ». Cette phrase resta gravée en moi, parce qu'elle résumait tout ce que Cooper lui avait appris. Le soir, dans leur chambre d'hôtel, je les vis endormis tous les deux sur le lit. Cooper, roulé en boule, elle blottit contre lui,
ses doigts serrant toujours la toile râpée de la valise qu'elle avait emportée. Comme pour rappeler à tous ceux qu'il rencontrait que même les cicatrices pouvaient devenir des forces. Avant de quitter la pièce, je jetai un dernier regard vers eux, et je me surpris à murmurer tout bas « Tu as attendu, Cooper, et tu avais raison, parce qu'au fond, c'est ça qu'il avait toujours su là-bas sur cette route brûlante, que quelqu'un finirait par venir, que tout ce qu'il avait à faire, c'était rester. Et maintenant, ils restaient ensemble, pour tous les autres qui attendaient encore. » La tournée prit fin en février, sous un ciel pâle et clair de Californie du Sud, dans une école élémentaire de San Diego. La petite et Cooper étaient devenus presque des figures locales, accueillies partout par des sourires, des pancartes griffonnées par des enfants et des caresses offertes à ce berger allemand devenu symbole d'espoir. Ce jour-là, elle se tenait droite sur la petite scène, son carnet fermé dans ses mains. Mais elle n'en avait plus besoin. Elle parlait avec ses mots à elle, avec cette douceur et cette force qui faisaient taire les salles pleines d'élèves bruyants. Cooper, à ses côtés, laissait son regard balayer la foule, s'arrêtant parfois sur un enfant recroquevillé dans un coin, comme s'il sentait qui avait le plus besoin de lui. Elle termina son discours comme elle l'avait fait dans toutes les autres villes, en rappelant que chacun mérite qu'on reste, que les blessures ne rendent personne moins digne d'amour, et qu'il suffit parfois d'une personne ou d'un chien pour tout changer. À la fin de la présentation, une enseignante s'approcha et lui tendit un petit paquet. À l'intérieur, un ruban brodé de son nom, accompagné d'un médaillon gravé avec ces mots « Merci d'être resté pour lui » et pour nous tous. Elle sourit timidement, puis accrocha le ruban au collier de Cooper avant de le serrer dans ses bras. Lui se contenta de fermer les yeux, savourant ce contact familier qu'il connaissait désormais par cœur. De retour à la maison ce soir-là, la famille organisa un dîner simple. La valise, toujours posée dans un coin du salon, trônait désormais comme un trophée. Elle la décora encore un peu ce soir-là, ajoutant une étoile dorée sur le côté et un petit cœur rouge sur la poignée. Puis elle glissa à l'intérieur un dernier dessin. Un grand soleil levant éclairant une route vide, avec ces mots en lettres maladroites au milieu, « On ne t'a pas laissé ». Elle ferma la valise, se retourna vers moi et murmura, presque comme une confession, « C'est plus un souvenir douloureux maintenant. C'est ce qui nous a trouvés. » Je lui souris, la gorge serrée, et posai ma main sur la poignée usée. Et c'est ce qui vous a gardés ensemble. Dans les jours qui suivirent, la routine revint doucement. Les visites dans les écoles se faisaient plus espacées, les soirées redevenaient calmes, rythmées par des histoires lues à voix basse et des jeux dans le jardin. Un soir, alors que je les regardais jouer à travers la fenêtre du salon, je réalisais à quel point Cooper avait changé. Il trottait après elle, la queue haute, ses oreilles droites, il ne lançait plus de regard nerveux aux ombres, il ne se réfugiait plus contre les murs. Il vivait pleinement dans chaque instant, comme s'il avait enfin compris que rien ne viendrait lui reprendre ce qu'il avait gagné. Et elle riait, un rire clair et joyeux qui emplissait la maison et semblait balayer tous les fantômes d'avant. Un samedi matin, elle vint s'asseoir près de moi sur le porche, Cooper roulé en boule à ses pieds. Elle ouvrit son carnet, le posa sur mes genoux et me montra la dernière page. Il y avait un seul dessin. On les voyait tous les deux, elle et Cooper, debout au milieu d'un champ, la valise derrière eux abandonnée, et au-dessus, écrit en grandes lettres, « On est déjà à la maison ». Je sentis mes yeux s'embuer. Je refermai doucement le carnet et le lui rendis. « Oui », murmurai-je, « vous y êtes enfin ». Ce soir-là, en partant, je me retournai une dernière fois pour regarder la maison. À travers la fenêtre, je vis Cooper allongé à ses pieds pendant qu'elle coloriait un nouveau dessin. Sa tête était posée sur ses genoux et sa queue bougeait doucement au rythme des coups de crayon. Il avait attendu si longtemps sur cette route, le corps collé à une vieille valise vide. Il avait cru, malgré tout, que quelqu'un reviendrait. Et il avait eu raison, parce que quelqu'un avait fini par rester. Et maintenant, il ne connaissait plus la solitude, plus jamais. Le printemps revint timidement, apportant avec lui des journées plus longues et l'odeur douce de fleurs nouvelles dans l'air. Et avec lui, une certitude s'était ancrée dans cette maison. Cooper n'attendait plus, il ne veillait plus par peur que tout s'écroule. Il n'avait plus besoin de tester si quelqu'un viendrait pour lui. Il savait. Je continuais à passer, moins souvent maintenant, mais toujours accueilli par le même spectacle rassurant. Lui, trottant vers moi, ses yeux brillants, sa queue oscillant lentement. Puis, invariablement, il repartait vers elle comme pour me rappeler que sa mission, elle, ne s'arrêtait jamais. Un dimanche après-midi,
Ils organisèrent un pique-nique dans le jardin. La petite avait disposé une nappe à carreaux rouges sous le grand érable et la valise trônait à côté, ouverte. À l'intérieur, les dessins, les lettres et maintenant même des photos imprimées des enfants et des familles qu'ils avaient rencontrés sur la route. C'était devenu un livre de vie, une preuve silencieuse qu'un chien abandonné pouvait changer le monde, une personne à la fois. Elle m'attendit pour l'ouvrir et me montra la toute dernière page de son carnet. Un dessin simple, presque enfantin. Elle et Cooper marchant côte à côte sur une route bordée de fleurs. Et derrière eux, la valise, laissée là, toute seule mais entourée d'un halo de lumière. En dessous, elle avait écrit « Merci d'avoir attendu ». Je sentis ma gorge se nouer. Je levai les yeux vers elle et soufflai doucement. « C'est toi qui l'as trouvé ». Elle sourit et répondit, la voix douce et ferme à la fois « Non, on s'est trouvé ». Plus tard dans la soirée, son père me proposa de rester un peu, de partager le dîner. À la fin du repas, la petite me confia que son institutrice avait parlé d'elle en classe, disant que son histoire avait inspiré plusieurs camarades à adopter à leur tour. Puis elle ajouta, presque en chuchotant, en se blottissant contre Cooper, « C'est lui qui a tout fait, moi je n'ai fait que rester ». Je lui répondis que c'était précisément ça, le courage, rester. Quand je pris congé ce soir-là, je m'attardai une dernière fois sur le perron. À travers la fenêtre, je les vis, tous les deux, endormis sur le tapis du salon. Elle la joue posée sur son carnet fermé, lui, roulé contre elle, sa respiration calme, confiante, paisible. La valise, elle, restait sagement dans son coin, décorée de ses étoiles et de ses cœurs, témoin silencieux d'un passé qui ne définissait plus rien. En descendant les marches, une phrase tourna dans ma tête, résonnant plus fort que jamais. Les êtres laissés derrière sont parfois ceux qui nous apprennent ce qu'est vraiment l'amour. Cooper n'était pas juste un chien sauvé. Il n'était pas juste la victime de la cruauté d'un inconnu. Il était la preuve que même au bord du désespoir, même les cœurs les plus abîmés trouvent encore la force d'attendre. Et qu'un jour, quelqu'un arrive, quelqu'un reste. Je roulais longtemps ce soir-là, les fenêtres ouvertes, laissant le vent tiède effacer la brûlure du souvenir de cette route brûlante où tout avait commencé. Mais en moi, une certitude restait. Tant qu'il y aurait des enfants comme elle, tant qu'il y aurait des chiens comme lui, tant qu'il y aurait des cœurs assez fous pour croire encore en la promesse qu'on revient toujours chercher ce qu'on a laissé, alors il y aurait de l'espoir. Cooper dormait désormais dans une maison, pas à côté d'une valise vide, pas sur le bitume brûlant d'une autoroute, pas dans la peur. Et chaque matin, quand il effleurait encore la toile râpée du bout de la truffe avant de rejoindre la petite, je comprenais ce qu'il voulait dire. Ce n'était plus un adieu, c'était une promesse. Et moi, debout, à les regarder grandir ensemble, je savais qu'il avait eu raison d'attendre. Parce que parfois, les plus beaux sauvetages naissent de ceux qui refusent de croire que l'amour les a définitivement oubliés. Et dans un souffle presque muet, je murmurais pour moi-même en remontant dans ma camionnette « Tu n'as jamais attendu pour rien, Cooper. Tu attendais juste la bonne personne, et maintenant il ne serait plus jamais seul. Jamais plus. »